Pile-poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Aujourd'hui, c'est pas la mort avec Patrick Van Herzel. Patrick Van Herzel, bonjour. Bonjour. Je vous reçois aujourd'hui à l'occasion de la parution d'un petit livre au titre énigmatique, c'est pas la mort, qui parle de la mort, mais qui parle pas tout à fait de la mort en fait, qui parle de ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, c'est-à-dire ces gens, ces personnes qui sont allées aux frontières de la mort, aux frontières de la conscience, qui sont revenus et qui ont raconté ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont éprouvé. Alors Patrick Van Herzel, vous êtes journaliste. Patrice. Patrice, pardon, Patrice. Vous êtes journaliste. Vous avez collaboré au lancement de Libération, d'Actuel. Puis vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres comme La Source Noire et La Source Blanche, un peu autour de ces sujets. On aura l'occasion d'y revenir. Mais Patrick Van Herzel, c'est Patrice Van Herzel, pardon, je ne sais pas pourquoi voilà, Patrice Van Herzel, ça y est. Vous vous intéressez au sujet de l'expérience de mort imminente, c'est-à-dire à cette frontière entre la vie et la mort. Vous vous y intéressez depuis toujours, quasiment. En fait, j'y suis allé à reculons, en marche arrière. Parce que j'étais journaliste à Actuel à ce moment-là. Et on se passionnait de nouveau pour la science, pour les sciences. C'était parce que pendant l'époque 68 et après, il y a eu une défiance vis-à-vis de la science. La science, c'était impérialiste, c'était quelque chose de... Science bourgeoise. Voilà. Oui, c'était bourgeois, etc. Et puis, les Français sont des gens qui changent assez vite, depuis longtemps. Et tout d'un coup, à mesure qu'on se rendait compte qu'on avait été très idéologique, on s'est intéressé aux faits. Et parmi les faits, il y a des faits scientifiques. Et on s'est passionné pour la science vers la fin des années 70. Et moi, je m'étais particulièrement intéressé à la neurochimie, à la chimie du cerveau, qui était en plein essor à ce moment-là. On découvrait tous les neuromédiateurs. Vous savez, là, on est en train de se parler. Je vous écoute, vous m'écoutez, je vous parle. Eh bien, à l'intérieur de nous, il y a une symphonie chimique absolument extraordinaire. Et voilà que j'apprends par la presse allemande, parce que comme je suis germanophone, c'était à moi qu'on confiait la presse allemande actuelle. Et voilà que je lis dans un journal tout à fait sérieux qui s'appelle Le Spiegel, je vois un grand article disant « Vous avez peut-être entendu parler déjà de ces expériences très étranges que certaines personnes disent avoir vécues alors qu'elles étaient presque mortes, même leur cœur pouvait être arrêté. » Et bien, ça y est, on a l'explication de la vision fantastique qu'elle rapporte. C'est en fait une sorte d'overdose des drogues que nous avons à l'intérieur de notre appareil psychique, enfin neuropsychique. Et donc, les copains m'ont envoyé, parce qu'on était vraiment un groupe à Actuel, on était vraiment une communauté de journalistes, et les copains sont d'accord pour m'envoyer aux États-Unis pour enquêter auprès des scientifiques qui ont, d'après la presse allemande, découvert ce phénomène incroyable qui serait qu'en gros, on aurait tous une overdose au moment de mourir, quand l'organisme... C'est-à-dire que ces explications scientifiques, c'était pour expliquer
les phénomènes qui se passent juste au moment de la frontière de la mort et que les gens nous racontent lorsqu'ils ont été en coma, dépassés, etc., et qui reviennent à la vie. Est-ce que vous pouvez les décrire en quelques mots Alors avant voilà, de nous dire un peu ce... c'est un phénomène qui existe enfin, selon toute vraisemblance depuis que l'humanité existe. Simplement, c'était très rare. C'était très très rare. Il y a des cas dans la Bible, il peut y avoir ça dans d'autres religions, en Inde, il y a des... Mais c'était rarissime. Le phénomène nouveau, c'est que on a mis au point, pour la première fois de toutes les civilisations, même la grande civilisation chinoise, indienne, etc., n'avait pas ce que nous avons, c'est des techniques de réanimation fantastiques. Donc tous les jours, on ramène des gens qui normalement dans les autres cultures seraient mortes. On les ramène. Ce sont des centaines, des milliers, des millions de personnes qu'on ramène comme ça. Et qu'on ramène à la vie. C'est-à-dire, ces gens racontent ce qu'ils ont vu aux limites de la mort. Ils étaient entre la vie et la mort et ils sont revenus. Disons que le SAMU, en gros, le SAMU ramène, pour faire simple, le SAMU ramène 1000 personnes dont le cœur s'est arrêté, par exemple, on les ramène, normalement, elles auraient dû mourir. Et parmi ces 1000 personnes, eh bien, grosso modo, il faudrait plus de recherche, mais grosso modo, 20%. 20%, c'est-à-dire 1 sur 5 raconte une histoire incroyable. Une histoire qui les a marqués à jamais. Et je peux vous dire que moi, j'en ai rencontré qui avaient vécu ça des décennies avant et ça reste frais comme si c'était de la veille. Elles se sont... Alors, il y a plusieurs stades dans cette expérience. Le stade numéro 1, le plus simple, c'est qu'elles ont connu une sérénité, un calme, un bien-être comme elles n'avaient jamais connu. Et souvent, le contraste est fort parce que souvent, elles étaient en train de mourir et dans la souffrance. Et là, tout d'un coup, plus de souffrance, tout d'un coup, un calme, une sérénité extraordinaire, une lucidité. C'est ça qui est très étrange, une lucidité. Ça, c'est le minimum. Après... Beaucoup racontent qu'ils ont eu l'impression de sortir d'eux-mêmes. Ils sortent, ils disent, c'est incroyable. J'étais là, par exemple, sur la table d'opération. Tout d'un coup, le cœur a lâché. Moi, j'ai eu l'impression de sortir et j'étais plutôt vers le plafond. Et je regardais. C'est sortie de corps, quoi. Sortie de corps. C'est l'impression. Elles disent, mais... Et alors, elles racontent des tas de trucs parce qu'elles peuvent dire... Le docteur, il y a un docteur qui avait une lunette cassée. Il avait un bout de scotch jaune à une branche de ses lunettes. Vous voyez, elle raconte comme ça. Et à un moment donné, il y a une infirmière qui est arrivée. Par exemple, je vais vous dire n'importe quoi, mais il y a une infirmière antillaise ou noire qui est arrivée et on lui a dit dépêche-toi d'apporter tel médicament. Et elle raconte toute la scène. Alors que c'est une personne qui est dans un état de coma dépassé. Elle dit, j'ai entendu le docteur dire, merde, il nous claque entre les doigts. Éventuellement, le cœur est arrêté. Et le cœur peut être arrêté plusieurs minutes. Quand le cœur est arrêté plusieurs minutes, même si on ne fait pas un électroencéphalogramme, le cerveau, il se met en veilleuse. Quand le cœur est arrêté, le cerveau, il diminue. Alors, comment est-il possible que ces personnes, elles racontent... Alors, la suite est encore plus folle, parce qu'elles disent... Et à ce moment-là, alors, c'est un pourcentage un peu moindre. Je vous disais tout à l'heure 20%. Peut-être que 12% disent... Et alors, tout d'un coup, je suis parti dans un vide, dans un tunnel, dans quelque chose... très paradoxal parce qu'à la fois ça allait très vite et en même temps c'était immobile. Ça allait très vite et c'était immobile. Et là j'ai vu une lumière. Alors ils sont encore un peu moins nombreux. À la fin, le petit noyau qui a vécu l'expérience maximale, alors ceux-là, ils sont peut-être 5%. Est-ce qu'on peut dire que ceux qui ont vu une petite lumière ou une grande lumière, est-ce que ce sont ceux qui sont allés, qui se sont aventurés le plus loin dans l'expérience de la mort? Ah non, le plus loin, c'est ils sont rentrés, et là, c'est pas une petite lumière, c'est une lumière indescriptible qui leur a... où ils ont eu l'impression, ils disent souvent, j'ai eu l'impression de revenir chez moi. Tout d'un coup, j'étais chez moi. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais hors de chez moi, et tout d'un coup, j'étais chez moi. Et là, alors là, c'est... Je vous passe beaucoup de détails, parce que j'ai revu tous mes chers disparus, tous ceux que j'avais aimés, qui étaient morts, ils étaient là. Autre chose, j'ai revu, c'est incroyable, mais j'ai revu toute ma vie. J'ai revu toute ma vie.
J'ai revu toute ma vie, mais vous n'avez pas idée. Pourtant, par exemple, ça peut se passer, par exemple, il y a des gens, ils vivent ça, une chute en montagne, un alpiniste. Il est là en montagne, tout d'un coup, la corde craque ou la roche craque, tac, il tombe. Pendant le temps de sa chute, qui dure quelques secondes, il est persuadé qu'il va mourir, c'est fini, ça y est, il chute dans la montagne, il ne sait pas qu'en bas, il y a un gros tapis de neige qui va l'accueillir et finalement, il ne va pas mourir. Mais pendant le temps de sa chute, il revoit toute sa vie, jusque dans les détails. Il dit des détails, mais je ne peux pas vous dire. La couleur d'une barboteuse que ma mère me mettait quand j'avais 2 ans. Les détails. Et alors, et ça pour moi, c'est très, 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 très important parce que quand ils vous disent ça, je me rappelle, parce que ma première grande enquête entre 81 et 85, j'ai enquêté beaucoup aux États-Unis. Et vous avez en face de vous un gros flic, là, un bon gros flic américain à Chicago. Et quand il vous raconte ça, il me dit ça s'est passé il y a 20 ans, et il se met à pleurer. Il se met à pleurer. Et il dit, et ma vie a changé à ce moment-là, parce que quand j'ai revu comme ça toute ma vie, je me suis rendu compte que j'avais perdu beaucoup de temps, que en fait, mon pouvoir, il était dans les petits détails de chaque instant, alors que les grandes choses de la vie dont je suis fier ou honteux, ça, je me rendais compte que je n'y pouvais pas grand-chose, c'était plus fort que moi. Mais par contre, j'avais le pouvoir de changer les détails, et je ne l'ai pas fait. Souvent, je ne l'ai pas fait. Et si vous saviez comme je m'en veux et comment j'ai changé, il était resté flic. Il était resté un bon gros flic de Chicago, mais il avait complètement changé, disons, son système de valeurs. Alors, on va revenir, Patrick Van Der Zijl, sur la transformation. Sur ça, d'accord. Oui, c'est très important. Donc, la transformation en gros, je vous ai dit, des gens qui ont vécu ces expériences de mort imminente, la transformation profonde qui est opérée dans leur vie à chaque fois, quasiment à chaque fois. Mais ce que je voudrais, c'est juste vous poser la question. Alors, il y a ces témoignages de personnes qui ont eu des, appelons ça des comas dépassés, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui ont été entre la vie et la mort, qui sont revenus. Ce qui est fascinant, Patrick Van Der Zijl, vous en parlez, Patrice Van Der Zijl, pardon, vous en parlez dans ce livre, donc c'est pas la mort, publié, je l'ai pas dit, hein, aux éditions XXI bis. XXI en romain, ça veut dire 21. C'est la revue, c'est la revue 21. Donc c'est la revue 21 qui existe. C'est peut-être le plus ancien magazine book, comme on dit, MOOC, le plus ancien magazine book de Paris, qui existe depuis une petite vingtaine d'années, ouais. Et qui est une très très jolie revue. Et qui là a décidé de lancer sa petite collection de livres. D'accord. Hein, c'est des tout petits livres à 9 euros. Tout petit livre mais très dense. Petit mais dense. Et j'ai eu l'honneur d'être sollicité pour faire l'un des 4 premiers livres de cette collection, de cette maison d'édition. Ça s'appelle donc 21 bis, mais 21 écrit en chiffres romains. D'accord. Moi, j'avais lu XXI, mais... Alors, revenons, Patrice Van Der Zijl, à ses expériences, parce que ce qui est fascinant, et vous le dites dans ce livre, c'est que, quels que soient les continents, les gens racontent un peu la même chose. Alors évidemment, culturellement, il y en a qui interprètent ça avec le filtre de leur religion. Il y en a qui voient le Christ, il y en a qui voient d'autres choses. Mais en fait, physiologiquement, on a l'impression que, quelle que soit la culture, les gens vivent la même chose. Donc c'est bien quelque chose, appelons-le pour l'instant, de biologique. Alors, oui, ça a de toute façon forcément un support biologique à un moment donné, parce que ne serait-ce que quand la personne finalement est ranimée, on fait repartir son cœur, elle se réveille et elle veut raconter cette histoire, et quelquefois elle a peur, parce que quand on vous racontait ce genre de truc alors que votre cœur était arrêté, on se dit, cette personne délire. On se dit, elle se délire. Et il y en a eu beaucoup à qui on a dit, faites-lui une piqûre, parce qu'elle est en train de partir en vrille. Et donc, mais dès que le contexte donne confiance, la personne a besoin de se confier. Elle raconte ça. Elle va raconter ça. Alors, je ne sais pas dans quel ordre le prendre, parce que peut-être qu'on va évoquer plus tard la question de l'ineffabilité.
Oui, on va l'évoquer. On va l'évoquer. En tous les cas, parce que ça, c'est pour moi... C'est-à-dire que l'expérience qu'elle raconte, ils disent, mais c'est pas dissible. J'ai vécu quelque chose, mais on peut pas mettre de mots sur l'expérience que j'ai vécue. Vous savez, un jour, parce que donc le premier livre que j'ai écrit là-dessus, qui est paru en 1986, qui s'appelait La Source Noire, j'ai eu de la chance, et on pourrait discuter de ça, comment j'ai pu avoir de la chance comme ça, parce que j'ai eu tous les journaux, toutes les télés, toutes les radios en 1986. Ça a été dingue, et ce livre a eu un grand succès, et donc j'ai eu beaucoup de courriers, et je reçois un jour un coup de fil d'un monsieur qui est psychanalyste, et qui me dit « je veux vous voir ». Donc je me rends à son rendez-vous, et il me fait comprendre qu'il a vécu une EMI. À l'époque, on disait en anglais, on disait Near Death Experience. Near Death Experience, oui. Near Death Experience. Et en France, on dit expérience de mort imminente. Mais en France, on dit expérience de mort imminente. Et donc, il me fait comprendre qu'il a vécu ça, et il ne dit rien. Il ne dit rien, il fait que balbutier. Mais que voulez-vous que je vous dise? Mais que voulez-vous que je vous dise? Mais pendant peut-être un quart d'heure chrono. Moi, je lui dis, je ne sais pas, vous m'avez demandé de venir, je viens. Dites-moi ce que vous voulez. Et il n'arrivait pas à trouver les mots parce qu'il était psychanalyste, et qu'un psychanalyste, ça fait très attention aux mots. Alors que la plupart des gens, et j'en ai rencontré, bon, moi je suis un journaliste, donc je suis l'homme qui a vu le loup. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de chercheurs qui en avaient vu des centaines, des milliers de gens qui ont vécu ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on estime qu'il y a des millions d'humains qui ont vécu ça, puisqu'il y a des millions de gens qu'on sauve in extremis, et que environ 20% ont vécu ça. Et les gens vous disent, monsieur, il n'y a strictement aucun mot pour vous dire ce que j'ai vécu. Je sais que je l'ai vécu, ça m'a transformé, mais il n'y a pas de mots. Comment voulez-vous... quel est le mot qui dit que ça va très vite et qu'en même temps c'est immobile? Quel est le mot qui dit que c'est plus fort que 100 000 soleils, mais que c'est très tendre et très doux? Quel mot utiliser pour dire que c'est comme 1 million d'orgasmes? 1 million d'orgasmes, mais c'est pas du tout ça, etc. Et donc, il devrait se taire, puisqu'il n'y a pas de mots. Mais, comme les gens ne sont en général pas des psychanalystes, ils ne font pas attention au fait que, après vous avoir dit ça, ils se mettent à parler. Ils se mettent à parler pendant... Et moi, je suis journaliste, et je prends leurs mots, et je les décris dans un livre ou dans des articles, et puis ça va se diffuser. Et voilà donc une expérience que vivent des millions de gens, qui transforment leur vie, mais il n'y a pas de mots pour le décrire, et pourtant on utilise des mots. Donc c'est quoi ce truc? C'est quoi? Eh bien, c'est que ils sont passés, sans s'en rendre compte en général, de ce qu'on pourrait appeler le réel physique au réel symbolique. Ils ont besoin de témoigner, c'est trop fort, ça a changé leur vie, et il n'y a pas de mots, eh ben, ils utilisent des mots quand même. Et ça, les humains, et je pense que dans la religion juive, on est très familier avec ça, que l'essentiel, eh bien, il n'y a pas de mots. Mais on utilise des signes quand même pour le dire. Dire l'indicible. Et ça, c'est ce à quoi je suis parvenu, après en avoir rencontré un certain nombre, et de dire, bon, alors voilà, en fait, là, on est en train de parler de quelque chose de symbolique. Simplement, à notre époque quand même très sécularisée, notre époque très matérialiste, on ne sait pas bien ce que c'est qu'un symbole pour la plupart des gens. Si vous demandez, je crois, aux gens, vous faites un micro-trottoir, vous demandez c'est quoi un symbole, ils vont vous dire un symbole, c'est que c'est le losange de Renault, ou Citroën, c'est des chevrons, ou Toyota, je ne sais plus quoi, c'est un rond avec un serpent qui traverse. Non, ils confondent la métaphore ou le sigle avec le symbole. Le symbole, c'est infiniment plus fort. Le symbole, c'est ce qui nous relie à l'invisible, c'est ce qui nous relie à l'invisible. Justement, on va parler de l'invisible, mais
Donc ces expériences qui sont décrites par beaucoup de gens, le fait de revoir sa vie, de revoir de revoir les personnes qu'on a aimées, de voir cette lumière, certains parlent d'un tunnel, etc. Par des milliers et des milliers de personnes. Alors que dit la science? Parce que vous disiez que vous étiez parti aux États-Unis pour voir des scientifiques. Comment la science réagit par rapport à ça, par rapport à cette expérience? Alors, est-ce qu'elle a une explication? Vous parliez de neurophysique ou de neurochimie. Est-ce qu'il y a une explication chimique à tout ça, quoi, finalement? Est-ce que le cerveau, au moment de mourir, il ne fait pas une espèce de dernier petit délire qui nous emmène dans des... Ou est-ce que c'est autre chose? Alors, c'est un gros sujet, puisqu'au départ, pour moi, c'est ça le sujet. Au départ, quand je pars, la première fois, c'est 1980, je pars aux États-Unis pour rencontrer justement les chercheurs qui vont m'expliquer scientifiquement, puisque la presse allemande dit que c'est le cas. Et je me retrouve à Los Angeles, à l'université de Los Angeles, face à des gens, en particulier un monsieur qui s'appelle Ronald Siegel, qui me dit en gros, bah, c'est évident, ce sont les neurotransmetteurs, ce sont ces drogues que nous avons à l'intérieur. Enfin, je dis drogue, plutôt les drogues que l'on peut acheter à la pharmacie ou chez un dealer. Ce sont des produits dont les molécules sont des cousines des molécules que nous avons naturellement en nous. En gros, il y a un stock de drogue très concentré, très efficace à l'intérieur de notre organisme qui est incroyable et qui est tout à fait légal. La police ne peut rien contre vous si vous avez ces drogues-là. Et donc, oui, cela paraît tout à fait vraisemblable. Mais je demande à ces scientifiques, je leur dis comment vous avez fait pour découvrir quelles sont les drogues qui interviennent, à quel endroit, etc. Et je tombe sur les fesses parce qu'ils n'en avaient à peu près aucune idée. Ils disaient, c'est ça, on sait très bien, la recherche nous dira, dans un avenir qui reste à déterminer, la science nous dira de quelle drogue il s'agit, comment elles agissent, dans quelle partie du cerveau, etc. Et j'ai dit, mais vous voulez dire que là, tout ce que vous avez déclaré, notamment à la presse allemande, en fait, c'est fondé simplement sur des hypothèses. Ah ben oui. Alors j'étais très déçu et même très embêté parce que moi, j'avais été envoyé en Amérique pour ramener un reportage sur des chercheurs. Et je n'avais pas vérifié, en gros. Je n'avais pas fait mon travail de journaliste. Je n'avais pas vérifié que ces gens-là, ils balançaient des hypothèses en disant « Mais c'est évident que c'est ça. C'est une hallucination. » D'ailleurs, à l'époque, il m'avait dit « Vous savez, monsieur, dans les années 70, on parlait de LSD en américain, LSD, and now it's NDE. » En gros, c'était la mode. Et si vous aviez pris du LSD, il se trouve que nous, à Actuel en particulier, on les avait toutes essayées, les drogues. Donc le LSD, j'en avais pris et je lui dis, mais j'ai pris du LSD. Ah bon, alors donc déjà le type, il est un petit peu désarçonné. Il me dit, ah bon, il y a un journaliste qui a pris du LSD. Bah oui, c'était pas très malin. Et il me dit, mais on va trouver. Et je me rends compte que je suis face à quelqu'un qui est un scientifique, qui devrait normalement se baser sur des faits, qui me répond de façon purement idéologique. Et il va me mettre, sans le savoir, sur la piste de quelque chose de passionnant, parce qu'il va me dire, vous savez, monsieur, bon, vous arrivez de France, la France est un pays très rationnel, c'est Descartes, etc. Et donc, vous n'êtes pas trop menacé. Mais nous, ici en Amérique, on est très menacé par un obscurantisme qui gagne la science. Et vous savez, nous, on est un pays un peu fou. Hein, l'Amérique, c'est le Ku Klux Klan, c'est des trucs qui peuvent être terribles. Et donc, nous devons nous méfier. En gros, il était bardé d'une cuirasse idéologique face à ce qu'il estimait être un obscurantisme. Alors, moi, comme journaliste, je me dis... Tiens, peut-être que ça pourrait être un sujet à ramener au journal, de dire l'obscurantisme gagne. Parce qu'il me dit, il y a l'élite scientifique, il y a des gens d'élite qui sont touchés. Alors, donc, je lui dis, mais vous pouvez me donner des noms
de scientifiques d'élite qui sont touchés par l'obscurantisme. Et alors là, je le rassure, parce qu'il était un peu embêté de ne pas avoir pu me donner de réponse rationnelle à ma question. Et il me fait une petite liste il me dit... il me fait une petite liste de scientifiques qui sont des neurologues, des psychologues, des cardiologues, psychosociologues aussi. Et puis il me dit, et puis alors, ils sont menés plus ou moins par une femme qui est un peu un leader, qui est psychiatre. Et alors celle-là, et il me dit, elle s'appelle Elisabeth Kübler-Ross. Je n'avais jamais entendu parler de ce nom. Et il me dit, pour vous donner une idée, monsieur, du niveau, eh ben, sa dernière interview va la donner au journal Playboy. Et il ne se rend pas compte qu'il me donne là une piste, un indice incroyable, parce que Playboy, le journal érotique Playboy, n'accordait ses grands entretiens qu'à à Mao Tse-tung, à monsieur Agnelli, patron de la Fiat à Turin, qu'à des très grands personnages. Et tout d'un coup, il ne se rend pas compte qu'en me disant ça, il m'indique que cette femme dont il dit qu'elle est le leader des obscurantistes américains, si elle a eu un grand entretien dans le journal Playboy, c'est que c'est quelqu'un de très important. Elle est devenue très connue d'ailleurs depuis. Voilà. Et ben, c'est moi qui ai eu l'honneur de la faire connaître en France. Ouais. Et j'ai mis 4 ans à l'attraper parce qu'elle était très demandée. Qu'est-ce qu'elle disait sur les EMI elle, si vous voulez, Elisabeth Kübler-Ross, c'est, on peut dire, une des pionnières avec Cicely Saunders, avec en France, mais dans un autre genre, Jeanne Garnier. Ce sont les pionnières des soins palliatifs. Donc ils connaissent, et c'est-à-dire c'est des gens qui vivent au contact permanent de gens qui sont en train de mourir. Et vous savez, Kübler-Ross, oui, exactement. Et Elisabeth Kübler-Ross, je le raconte dans La Source Noire, c'était une petite Suisse protestante, et quand Hitler a envahi la Pologne, le jour où Hitler a envahi la Pologne, en septembre 1939, elle s'est jurée que dès qu'elle pourrait, elle irait aider les Polonais. C'était un vœu de gamine. Entre-temps, elle était devenue infirmière. Et en 1945, au moment de la libération, elle va foncer en stop à travers l'Europe en ruine pour aller aux portes du camp de Majdanek. Et pendant 2 ans, elle va rester parmi les humanitaires qui étaient là aux portes des camps. Aux portes des camps qui étaient libérés soit par l'armée rouge, soit par les Américains, etc. Et son choc énorme, le premier choc gigantesque de sa vie, c'est l'ouverture des camps. C'est ce qu'elle va entendre là. C'est ce qu'elle va entendre. Et ensuite, bien plus tard, la vie va l'amener aux États-Unis, où elle va devenir psychiatre. Et il y a comme en électricité, on dirait une différence de potentiel. Il y a un arc électrique entre la sortie des camps, qui est l'endroit où je vais le dire à l'envers. Les grands hôpitaux américains où elle travaille à partir fin des années 50, début des années 60, c'est un endroit où le mensonge est intégral. On ne meurt pas, personne ne meurt. C'est bien qu'on peut dire qu'il n'y avait plus de mensonge là. Là, c'était la vérité la plus terrible à nu. Et quand vous avez vécu les 2 expériences, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que vous vous dites, mais ces êtres humains, en particulier les Américains qui inventent les grands hôpitaux modernes, sont des géants aux pieds d'argile. Parce que dès qu'on leur parle de la mort, mais ils s'effondrent. Il n'est plus question. Non, c'est un tabou. Et elle va inventer ce qu'on appelle aujourd'hui les soins palliatifs. Et un jour, donc elle devient très célèbre, elle a Life Magazine, etc. Elle devient la femme qui parle avec ceux qui vont mourir. Parce que c'était quelque chose, vous comprenez, dans les temps anciens, c'était des religieux qui s'occupaient de ça. Quelqu'un se faisait renverser par une charrette à cheval, on criait vite un prêtre, ou peut-être vite un rabbin, ou vite un imam. Aujourd'hui, même dans les endroits les plus intégristes, si quelqu'un se fait renverser par une voiture, vous criez pas vite un prêtre, vite un imam ou vite un rabbin. Vous dites vite un docteur, vite l'ambulance, vite le SAMU. Et donc, il y avait eu une vacance, en quelque sorte. Il y avait eu un moment où
on ne savait plus qui devait s'occuper des mourants. Et ces femmes, parce qu'elles sont nombreuses, et je dois dire que c'était essentiellement des femmes, dans tous les pays. Dans tous les pays, ça a été des femmes qui ont réinventé l'art de nous accompagner les uns les autres dans les derniers instants. Et elle devient célèbre, elle fait des conférences dans tous les États-Unis, cette Elizabeth Kubler-Ross. Et un jour, un jeune homme vient la voir. Il est un jeune psychiatre, il s'appelle Raymond Moody, et il lui dit « Je vous ai écouté, etc. Je vous admire beaucoup, mais moi j'ai fait un livre sur des expériences assez étranges qui sont rapportées à droite à gauche, des gens qui ont failli mourir, mais finalement on les a ranimés, et ils racontent une histoire incroyable. Ils sont allés dans la lumière de l'amour et de la connaissance. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous feriez la préface de mon livre ?» Elle regarde, l'histoire raconte comme ça, elle regarde le petit livre de Raymond Moody qui s'appelait Life After Life, La vie après la vie, qui est paru en français en 76, je crois. Et donc ça a été tout de suite traduit. Et elle regarde et elle dit « Mais je connais ça très bien. Comment ça, vous connaissez les expériences de mort imminente ?» Elle dit « Oui. » Elle dit « Mais vous n'en parlez jamais dans vos conférences. » Elle lui dit « Mais vous croyez que j'ai le temps de faire ça, moi ? Moi, je m'occupe des gens qui meurent et qu'il faut soulager de leur souffrance, qu'il faut accompagner, etc. J'ai pas le temps. » Mais oui, bien sûr, j'en ai rencontré plein qui m'ont raconté ça. Parce que quand vous vous occupez toute l'année de personnes qui vont mourir, de temps en temps, il y en a un qui ne meurt pas finalement, qui revient avec cette histoire incroyable. Elle dit « Mais moi, j'ai pas le temps de m'occuper de ça. Je suis d'accord pour faire la préface de votre livre. Ça, c'est votre boulot de vous occuper de ça. » Et moi, je vois comme... Alors, maintenant, ça a changé, hein, parce que là, 50 ans plus tard, les choses se sont... Justement, ont changé. Patrice Van Hezel, là, effectivement, c'était il y a 50 ans, découverte de ces phénomènes, votre déception par rapport aux scientifiques. Moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est 50 ans plus tard, où en sont les scientifiques? Est-ce qu'ils restent persuadés? Est-ce qu'ils ont trouvé ces fameuses dopamines ou je ne sais pas quoi, enfin ces substances qui seraient censées nous doper au moment de la mort et qui nous donnent ces visions? Où est-ce qu'ils en sont de ces recherches par rapport à cette expérience de mort imminente? Alors là, les choses ont formidablement évolué. Quand j'ai sorti La Source Noire, je vous ai dit, j'ai été très très bien accueilli par les médias. Quelque chose dans la société française avait incontestablement bougé. C'est l'époque où François Mitterrand ouvre la première unité de soins palliatifs à l'hôpital universitaire de Paris. Mais les scientifiques étaient tous très très sceptiques. Et ils me disaient, à leur manière, chacun à sa façon, ce que m'avait dit Ronald Siegel, le professeur de... Bon, c'est-à-dire que c'est chimique et tout ça. Est-ce qu'ils disent toujours la même chose? C'est chimique maintenant. Et il me renvoyait dans les cordes. 40 ans plus tard, c'est-à-dire maintenant, et cette enquête, et je remercierai jamais assez la revue 21 de m'avoir demandé de faire cette petite enquête. Cette enquête, elle n'a pas duré 5 ans comme la première fois. Là, j'ai enquêté pendant 3-4 mois. Et je suis allé voir les scientifiques et il y a... Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, ils me disent, ils ont vraiment changé d'attitude. Ils ont vraiment changé d'attitude. Et un colloque a eu lieu en... Changer d'attitude, ça veut dire en 2020, un colloque a eu lieu organisé par la psychiatre Laurence Lucas-Cali à Paris. Et qui est-ce qui est venu à ce colloque? Des gens comme Axel Kahn, qui était encore en vie, depuis il nous a quittés, comme Étienne Klein, comme Amine Benyamina, comme Marie de Henzel, mais elle, c'est pas exactement une scientifique. Alors ils disent quoi? Eh bien, ils disent, et l'épicentre de ça, je vous en parle après, et ce qu'ils me disent, c'est, eh ben, c'est plus costaud que ce qu'on avait cru. Voilà, c'est-à-dire que l'explication psychochimique ou neurochimique n'est pas suffisante. Eh ben, c'est-à-dire que en psychochimie, on a fait des découvertes fabuleuses. Ça continue. Chaque année, on fait des découvertes. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on étudie les personnes qui sont dans le coma, on étudie tous les états de conscience. C'est eux, par exemple, à Liège, le professeur Stephen Loreys, qui a mis, vous savez, un casque d'électroencéphalographe sur la tête de Mathieu Ricard, le fameux bouddhiste. Le moine. Pour voir qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est en train de méditer. Ouais. Ils ont mis des électroencéphalographes
sur la tête de Corinne Sambrun, qui est connue pour être devenue chamane mongole, enfin à la manière mongole. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est en crise d'épilepsie? Qu'est-ce qui dans quelqu'un qui dort, quelqu'un qui est réveillé, quelqu'un qui est... Enfin, ils étudient tous les états de conscience possibles et imaginables. Et, bien entendu, ils étudient les gens qui ont... les gens qui ont eu une EMI et qui racontent avoir eu une EMI, ils étudient leur cerveau après, mais ce qu'il faudrait, c'est évidemment étudier leur cerveau pendant. Ouais, ça, c'est plus compliqué. C'est pas évident, parce que quelqu'un a un grave accident dans la rue et son cœur s'arrête, on va pas chercher à savoir ce qui se passe dans son cerveau, on essaie surtout de faire repartir son cœur. Mais il y a des cas, il y a toutes sortes de cas, où finalement, parce qu'ils sont tellement nombreux que finalement on a des statistiques, et on fait venir ces statistiques, on les regroupe par exemple au Coma Science Group de l'Université de Liège en Belgique. C'est là qu'il y a peut-être l'équipe actuellement la plus costaud, parce que très pluridisciplinaire, il y a toutes les disciplines à cette unité. Et ils sont obligés d'admettre que le sujet leur échappe. Oui, c'est-à-dire, en fait, ils disent, ils n'ont plus la certitude qu'avaient les scientifiques il y a 40 ans, que c'est purement chimique. Voilà. Donc, ils avouent un peu leur... Ils se rendent compte que la conscience, ce que nous appelons la conscience, là, tous les deux, nous sommes en train de parler, il y a peut-être des gens qui sont en train de nous écouter, ces gens-là sont conscients. Eh bien, c'est quoi la conscience? Et on s'aperçoit que, évidemment, le sujet est énorme. Et je trouve que c'est un très grand progrès. Un très grand progrès. Il y a quelqu'un que vous pourriez inviter peut-être un jour, qui est le professeur. C'est un professeur de philosophie des sciences qui s'appelle Michel Bidbol. Michel Bidbol est intervenu au colloque dont je vous ai parlé en 2020, où quand même j'ai été très étonné que des gens qui sont des professeurs d'université, qui sont des gens reconnus, qui sont dans l'institution, qui représentent l'institution, acceptent de venir dans un colloque où on parle de l'EMI, de l'expérience de mort imminente. Et qu'est-ce qu'il dit, Michel Bidbol? Je trouve que je l'ai cité, il y a toute une page de ce nouveau petit livre-là, C'est pas la mort, où je le cite. Il dit « Il faut que nous fassions de la phénoménologie ». Alors c'est quoi ça? La phénoménologie, en se référant à Husserl, à Merleau-Ponty, à Jean-Paul Sartre, à Camus, en disant ces gens-là faisaient de la phénoménologie, c'est-à-dire qu'ils n'essayent pas de comprendre l'alpha et l'oméga, ils n'essayent pas de faire de la métaphysique à propos de ces expériences incroyables. Soyons plus modestes. Soyons plus modestes, n'essayons pas, parce que visiblement le sujet est très puissant et il échappe quasiment à notre raison. Contentons-nous, et c'est beaucoup, c'est déjà beaucoup, d'écouter, puisqu'ils sont des millions à avoir vécu ça et que leur vie a changé, ben c'est énorme déjà. Ça, écoutons-les, interviewons-les, soyons bienveillants à leur égard, parce que quelquefois, on les prend encore aujourd'hui, malgré toutes les informations qui circulent, on les prend pour des barjots. Parce que c'est pas facile à vivre. Vous avez votre conjoint qui vit cette expérience, votre femme vit ça, et elle est changée, c'est-à-dire que son système de valeurs a changé. Elle ne veut plus faire le même métier. Elle a décidé de... Oui, c'est ça, parce que ce que vous dites, donc, c'est que ces expériences dont finalement on ne sait pas grand-chose, oui, mais qui sont universelles, oui, ce qui est universel aussi, c'est que les gens qui l'ont vécu changent radicalement. Ils changent de vie, changent de valeurs, etc. Ça les modifie en profondeur. Éventuellement, ça mène à un divorce. Parce que la personne, par exemple, il y en a, c'est beaucoup de témoignages qui me sont venus de ça dès le début aux États-Unis, parce qu'on peut comprendre peut-être, des gens, ils ne supportent plus la télé. Ils ne supportent plus la télé, ils ne supportent plus certains programmes. Parce que leurs valeurs se sont recentrées sur quelque chose de plus essentiel. Il y en a un certain... Non, mais est-ce que ça, c'est pas simplement le contact avec la mort, enfin, le fait d'avoir failli mourir, voilà, c'est finalement, quand on est passé à côté de la mort, même sans avoir vécu une EMI, peut-être que les vraies valeurs de la vie reviennent au premier plan. Alors vous pensez bien que c'est une des premières choses qu'ils ont étudiées. Quand les chercheurs américains ont créé IANS,
International Association for Near-Death Studies, donc l'Association internationale des études des EMI, des états proches de la mort. Ils ont tout de suite cherché, en scientifique classique, ils ont cherché des corrélations. Est-ce que ça arrive plus à des femmes qu'à des hommes? Est-ce que ça arrive plus à des vieux qu'à des jeunes? Est-ce que ça arrive plus à des athées, à des croyants qu'à des athées? Etc., etc. Ils n'ont pratiquement trouvé aucune corrélation. Comme vous disiez tout à l'heure, ça arrive, autant qu'on sache, dans tous les pays, dans toutes les cultures, à ceci près, et ça c'est des études récentes, qui montrent que la coloration de certaines visions sont très influées par la culture que vous avez eue. Rien qu'en Belgique, par exemple, les Flamands, qui sont très catholiques, ils ont tendance, dans leur vision, dans leur voyage, à beaucoup voir Jésus, Marie, etc. Alors que les Wallons, donc du sud de la Belgique, ils sont pas très loin, hein, mais ils n'ont pas exactement la même culture. Ils sont plus libres penseurs, les Wallons. Hein. C'est eux qui ont créé les universités de libre pensée à Bruxelles. Et eux, ils voient beaucoup moins Jésus. Ils voient une lumière, ils voient des personnages lumineux, etc., etc. Mais ils ne leur attribuent pas immédiatement. Et il y a fort à penser qu'en Inde, on va voir Vishnu ou Bouddha, etc. Mais la corrélation, on ne la trouve pas. Et évidemment que une des premières corrélations qu'ils ont cherchées, c'est à comparer avec des gens qu'on a sauvés de la mort, mais qui n'ont rien vu. Donc, quand même, les 4/5e. Les 4/5e, on les a sauvés, ils sont contents. Ils sont contents, mais on leur dit, bah alors qu'est-ce que... Eh ben, leur système de valeurs n'a pas changé. Et s'il se passe quelque chose dans leur vie, au bout d'1 an ou 2, ben, c'est effacé. C'est ce qui est très très fort avec l'EMI, c'est que ça vous marque comme au fer rouge, on pourrait dire, enfin, ou au fer blanc. Ça vous marque à long terme. Et c'est une des choses qu'ils font très très bien et de manière systématique dans de ce Coma Science Group de Liège, en Belgique, dont je vous ai parlé il y a un instant. Ils comparent, ils n'arrêtent pas de comparer. Aussi, ils comparent avec des gens qui ont pris des drogues, bien entendu. Ils comparent avec toutes sortes d'expériences qui pourraient amener à des visions semblables. Et on ne trouve pas. On ne trouve pas de corrélation. On ne trouve pas. Alors, après, il faudra que je vous parle de ce qu'on ne trouve pas aussi quand on est un partisan acharné de l'autre point de vue. C'est-à-dire le point de vue considéré comme, disons pas anti-scientifique, mais parascientifique. Ça, Alors justement, Patrice Van Herzel, comme c'est un sujet qui concerne tout le monde, puisqu'on va tous mourir, ça pose le problème de savoir, c'est des gens qui ont été très loin, qui ont vu plus loin que nous, le problème de ce que c'est que l'après-vie. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est ça que ça pose comme question. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y a pas des milliers de scientifiques. Vous me parlez d'un institut à Liège, 2, 3. On a l'impression que les scientifiques ne s'y intéressent pas tant que ça, alors que ça devrait mobiliser des équipes scientifiques entières, puisque c'est la question fondamentale qu'on peut se poser. Et ça, je ne comprends pas. Alors, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de scientifiques qui s'intéressent à ce sujet. Deux réponses me viennent. La première, c'est que depuis qu'il y a des cultures humaines, c'était les religions qui s'occupaient de ça. Et quelque part, là, il y a un surgissement un peu sauvage que les grands systèmes religieux regardent avec suspicion, parce que normalement, quand vous êtes un grand système religieux, vous avez les réponses à tout ça. Et elles sont dans vos livres, elles sont dans vos codes, dans vos rituels, etc. Et là, tout d'un coup, il y a un machin un peu incontrôlable. Je sais, par exemple, que chez les chrétiens, le Vatican n'a jamais beaucoup aimé les mystiques. Parce que ce sont des sortes d'expériences mystiques. Les gens vivent ce truc colossal. Alors que, éventuellement, ils ne croyaient en rien avant, ils n'ont aucune formation, comment ça, ils n'ont pas voix au chapitre, normalement. Donc, les systèmes religieux, eux, devraient s'intéresser à ça, mais ils s'en méfient. Quant aux scientifiques, eh bien, écoutez, c'est un peu énorme, et plusieurs des personnages que je rencontre, que je décris
dans ce petit livre « C'est pas la mort », disent « mais c'est énorme ». C'est-à-dire que, en gros, on est au temps de Galilée et Copernic, tout le monde est d'accord pour dire que la Terre est plate, et il y a des Olybrius qui disent qu'elle n'est pas plate, elle est ronde. Mais, alors vous avez raison, ça devrait être un sujet, mais, Oui, c'est ça. mais qui passionne, et c'est tellement énorme. Ça, c'est mon hypothèse, hein, là, c'est moi personnellement qui parle. Je pense que c'est tellement énorme, parce que si ces gens-là reviennent, une des caractéristiques des personnes, alors il faudra parler quand même avant la fin, hein, des NDE négatifs, des EMI négatifs, hein, parce que c'est quand même un sujet qui... Mais la plupart des gens reviennent, ils n'ont plus peur de mourir. Ils disent qu'ils n'ont plus peur de mourir. Comment ça, vous n'avez plus peur de mourir ? On a tous peur de mourir d'une manière ou d'une autre. Même les gens croyants, ils préfèrent reculer la date. Et c'est donc assez gros, quoi. Comment intégrer ça ? Comment intégrer ça ? Il devrait y avoir des équipes entières qui... Il y en a. Pour moi, c'est mystérieux, ça, que les gens... Il y a des équipes... vous pourriez interroger quelqu'un comme, s'il passe un jour à Paris, Stephen Lorace, le patron du Coma Science Group, qui, il y a 40 ans, on s'était retrouvé sur un plateau de télé il y a 40 ans, quand moi je sortais La Source Noire. Et je peux vous dire il était très aimable, il avait été gentil avec moi, mais il m'avait sérieusement boxé et mis aux yeux des téléspectateurs de la télévision belge, parce que ça se passait en Belgique, il m'avait mis KO. Il m'avait dit, mais monsieur, vous racontez n'importe quoi, etc. On va expliquer. Aujourd'hui, Stephen Lorace, le même, qui est devenu plus important dans l'institution, et ben voilà, il dirait pas la même chose. Et vous pourriez l'interroger, lui dire, mais alors comment vos confrères de tous les pays n'étudient pas ça avec acharnement ? Il y a une omerta. vous pensez que c'est ça ? Il y a une omerta, mais pas. C'est pas un complot. C'est que c'est un peu gros, vous comprenez ? Parce que finalement, on dit expérience de mort imminente, mais on pourrait dire plutôt expérience de conscience imminente. Parce que finalement, la mort, vous savez que une des premières choses qui a frappé les chercheurs de ce réseau de chercheurs américains qui s'est créé au tout début des années 80, c'est qu'ils ont reçu des courriers de gens alors, de pas mal de yogis, de gens qui pratiquent le yoga, mais pas juste le yoga de relaxation, hein, le yoga puissant qui est la pratique, la technique spirituelle fondamentale de l'Inde, n'est-ce pas ? Et qui disaient, mais c'est incroyable ce que vous racontez là. C'est ce que nous, les yogis, nous recherchons toute notre vie, cette expérience. Quelquefois, quelques-uns atteignent ce niveau. Et vous là, les scientifiques, on est dans les années 77, 78, 79, 80, vous nous dites que monsieur ou madame tout le monde, parce qu'il s'est fait renverser par un camion, a vécu la grande expérience cosmique que nous, les yogis, nous cherchons. Mais comment c'est possible ? Et à ce moment-là, les Américains se sont dit, mais c'est dingue. Alors en fait, ça n'a pas de rapport. Ça a un rapport avec la mort, mais en fait, ce qui est réveillé là, c'est un état de conscience. Et alors, ils ont reçu des courriers de gens qui disent, mais attendez, mais moi j'ai vécu ça, mais je me promenais tout seul dans la forêt, et j'ai vécu ça. Et d'autres qui peuvent dire, mais vous savez que moi, je l'ai vécu en faisant l'amour. Et donc, alors c'est un état de conscience que certains êtres humains, volontairement ou pas, vont vivre, mais que apparemment, on est plus enclin à vivre quand on est en train de basculer dans ce que nous appelons la mort. Et donc, vous voyez que c'est quand même énorme.
Ouais. C'est énorme d'admettre ça. Patrice Van der Zijl, on arrive à la fin de notre entretien, déjà presque 1 heure, donc il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés. En tout cas, c'est tout à fait passionnant. Vous allez continuer à travailler sur ce sujet. Ben là, merci à ces jeunes gens, parce que C'est pas la mort, c'est un titre de jeunes gens. Ça, ce sont des jeunes gens. Moi, je suis tout à fait. C'est pas la mort, mais c'est quand même un peu la mort. Donc c'est pas la mort, mais c'est. Et donc, merci à eux de m'avoir. Merci à vous de me recevoir. Merci à eux de m'avoir poussé à mener une nouvelle enquête. Oui, là, je peux pas m'arrêter maintenant. D'accord. Eh ben, c'est pas la mort, donc, de Patrice Van der Zijl aux éditions 21 bis. Merci d'être venu et puis peut-être à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Marc. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.